Guillaume, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue ici à Adopt.ai sur cette conférence dédiée à l'adoption de l'intelligence artificielle. Alors on est très heureux de vous avoir avec nous. Vous étiez le chef d'état-major particulier du président de la République de 2006 à 2010. Vous étiez ensuite chef d'état-major des armées de 2010 à 2014. Et vous avez co-créé l'initiative JEDI. Donc on est extrêmement heureux de vous accueillir ici pour avoir votre vision sur l'IA. Alors racontez-nous quelle était la place de l'IA dans votre domaine lorsque vous étiez chef d'état-major et pourquoi avoir co-créé une initiative comme JEDI. Quand j'étais chef d'état-major des armées, l'IA ne correspondait pas encore à un besoin formellement identifié. Il se trouve que dans mes années précédentes, j'avais dirigé une équipe de laboratoire à la fin des années 80 d'une quinzaine d'ingénieurs où nous travaillions sur des systèmes experts et nous faisions de l'intelligence artificielle. Donc j'étais un tout petit peu informé, y compris par ma formation d'ingénieur d'origine, mais nous savions déjà à l'époque, malgré tout, que le domaine cyber couvrait l'intelligence artificielle dans toutes ses acceptions, c'est-à-dire au sens originel du terme, la connaissance artificielle, ce qui est la traduction en français du mot intelligence, jusqu'à, bien sûr, le machine learning, la traduction automatique, voire la prise de décision autonome. Et donc, on a créé, à partir de 2006, un premier poste dans les armées de cyber, qui très vite s'est transformé en patron d'un commandement. On a même créé maintenant un commandement cyber, ce qui est bien, et qui s'occupe d'intelligence artificielle et qui en particulier se pose des questions. J'en ai entendu parler tout à l'heure sur les armes autonomes. Oui, non, pourquoi ou pourquoi non. Quant à JEDI, après mon départ, m'étant heurté pendant toute ma carrière, qui a été à moitié opérationnelle, à moitié scientifique, aux inerties habituelles de l'administration française, qui est très bonne par ailleurs, mais quand on a des idées nouvelles, ça passe assez mal. Sur la suggestion d'André Le Scruc-Pietri, que vous connaissez certainement, nous avons décidé d'essayer de nous inspirer des idées américaines de la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, qui est quand même à l'origine de petites choses. Alors, je sais bien qu'il y a D de Defense, mais c'est à l'origine du GPS ou d'Internet, qui, pourtant, s'agissant au moins d'Internet, était à l'origine des idées françaises, développées par Alcatel au milieu des années 70. Moi, j'avais travaillé dessus à l'époque. Et on s'est dit que l'écosystème créé par les Américains pouvait être reproductible en Europe. Il s'agissait bien sûr d'être disruptif. Le D de JEDI, c'est disruptif. Et donc de faire les choses différemment, de faire des appels à projets, de trouver des financements. Nous commençons depuis une petite dizaine d'années maintenant à en trouver de plus en plus par des fondations allemandes essentiellement. Donc je fais un appel aux fondations françaises. Et nous lançons des challenges auxquels répondent aussi bien des universités chinoises qu'américaines, européennes, des sociétés européennes, américaines. Je ne crois pas encore qu'on ait eu de sociétés chinoises sur certains challenges. On a même été mêlé au Covid, par exemple, ou à la lutte contre le glyphosate. Alors, je pense garder les questions société pour la fin et passer sur les questions de géostratégie et souveraineté. En France, on a des atouts considérables pour la course à l'IA, c'est-à-dire qu'on a des talents, on a un écosystème de start-up prometteuse. Pensez-vous que la France et l'Europe puissent devenir une grande puissance de l'IA entre la Chine et les USA, les autres grandes superpuissances? Ce qui est certain, c'est que nous avons les cerveaux formés pour, en Europe en général et en France en particulier. La directrice tout à l'heure de Polytechnique en parlait, et c'est vrai que la formation de base des ingénieurs français, très mathématiques et physiques, prédispose assez bien. Et dans mes jeunes années, j'ai pas mal travaillé avec l'INRIA ou avec Grenoble ou avec les labos du CEA. Il y avait quand même des mathématiciens tout à fait formidables, et on a réussi à faire des systèmes cyber, à l'époque, largement aussi performants que ceux de l'autre côté de l'Atlantique. Alors évidemment, ils étaient propriétaires d'une part, et ils étaient régaliens d'autre part, donc pas du tout destinés au grand public. Mais là-dessus, nous n'avons non seulement jamais eu à rougir, mais nous n'avons jamais eu de retard. Et donc, je considère que, s'agissant de tous les domaines de l'IA, jusqu'à la lutte informationnelle incluse, parce que ça, en réalité, ça, c'en est un, et on le voit en Afrique en ce moment, nous avons absolument
tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est un problème d'organisation et c'est un problème de prise de conscience. Les politiques commencent à prendre conscience, mais de temps en temps, les politiques ont du mal dans tous les pays occidentaux à diriger leurs administrations ou à se faire obéir de leurs administrations. Et donc, ça repose sur la jeunesse de nos ingénieurs et leur énergie inépuisable que je continue à admirer. Assurément. Pensez-vous que l'IA puisse remettre en cause l'équilibre des forces au niveau mondial, l'équilibre actuel, et à quoi faut-il s'attendre ? Indubitablement, au départ, le monde vit sur des rapports de puissance qui sont des puissances conventionnelles, pas seulement militaires. Les militaires, c'est une fois que la diplomatie a échoué, pas avant et pas à la place d'eux, mais également des puissances économiques, des puissances financières, des puissances agricoles. L'atome a été un premier égalisateur. Lui, il est apparu dans des conditions dramatiques. Un deuxième égalisateur, c'est l'espace, un égalisateur de puissance, l'accès à l'espace et donc la connaissance. Et le troisième égalisateur, qui change un peu la donne stratégique de beaucoup de pays, c'est bien sûr tout le domaine cyber. Et à l'intérieur du cyber, l'IA, puisque c'est la pointe d'une certaine façon, c'est ce qui est le plus avancé dans le domaine cyber. Donc ça a un pouvoir égalisateur, mais ça ne rééquilibre pas totalement. Et donc votre vision pour les 10 ans Eh bien, ça va dépendre de ce que les Européens veulent faire de leur continent. Je ne crois pas du tout au sud global, je crois beaucoup à l'ouest global. Par contre, qui lui est manifestement attaqué par une partie du sud global. Et d'ailleurs, le seul ciment qui unit le sud global contre l'ouest global, c'est la haine de l'Occident et la revanche de ceux qui sont considérés comme les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et qui en ont profité. Et là-dessus, si nous leur laissons l'IA, oui, nous serons, je n'allais pas dire des esclaves, mais nous serons à leurs bottes. Je n'en ai aucune envie. Et je pense qu'on peut y arriver. Donc l'enjeu, il est monumental, en fait. L'enjeu est monumental. L'enjeu est pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et de façon à pouvoir continuer à vivre sur un continent libre avec des valeurs démocratiques. Je crois que c'est quand même assez important. C'est le plus important. Et d'ailleurs, peut-être revenir sur ce débat. Est-ce que vous croyez aux armes autonomes ? Non. Assez bizarrement, je ne crois pas aux armes autonomes. Je suis sûr que les politiques auront envie d'avoir des armes autonomes parce que leur première réflexion sera je ne vais pas risquer la vie d'un de mes hommes ou d'un de mes concitoyens. Mais en réalité, the man in the loop, ça reste absolument essentiel. D'une certaine façon, on peut dire qu'un missile est une arme autonome. Après tout, une fois qu'il est lancé, il a son autodirecteur, il se dirige tout seul. Sauf que c'est bien un homme qui a tiré. Donc l'arme autonome, si cela veut dire que l'arme prend la décision par elle-même de choisir sa cible et ensuite d'aller la frapper, ça, je n'y crois pas. Je pense qu'il restera toujours un homme dans la boucle. Et les militaires, d'une manière générale, y sont d'ailleurs très opposés. À cause de ça. Ça reste... la guerre, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est le climax d'une crise. Si on peut l'éviter, il vaut mieux. Les militaires l'aiment d'autant moins que, assez bêtement, ça tue, la guerre, et qu'on n'a pas aucun d'entre nous n'a jamais eu envie de mourir. Et donc, à partir de là, on veut contrôler ce qu'on fait. Une prise de décision autonome sur quelque chose de létal, pas acceptable. Très bien. Sans transition, terminer cette interview avec une question plus légère. On voit ChatGPT partout, dans la poche des smartphones des enfants qui s'en servent pour faire leurs devoirs. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a une quarantaine d'années, quand j'étais dans mon labo, je pensais que le cyber sauverait la langue française, puisque finalement, quand vous écrivez quand vous décrivez ce que vous voulez obtenir d'un programme, chaque mot a un contenu extrêmement précis. Et donc, le vocabulaire utilisé était plus important. Quand je lis ChatGPT ou Gemini ou Mistral, que je fais tourner concurremment assez régulièrement pour voir un peu ce qui me sort sur certains sujets, il y a beaucoup plus de vocabulaire que les 500 ou 800 mots de l'homme de la rue ou les 5000 du journaliste. C'est intéressant, je ne suis pas sûr que ce soit toujours compris. Mais ça ne remplace pas la réflexion, en particulier, parce que d'ailleurs ce n'est pas ce qu'on en attend, ce type d'intelligence artificielle
ne prend pas de position. Or, l'être humain est un homme à qui on demande régulièrement de prendre des positions. Alors choisir, quelquefois, c'est aussi choisir de ne pas. C'est donc éliminer quelque part, mais poser une question à ChatGPT ou à Gemini ou à Mistral sur faut-il exécuter quelqu'un, je ne suis pas sûr que vous auriez une réponse. Or, à un moment ou à un autre, faut-il accepter de tirer sur un char qui arrive? Faut-il, oui ou non? Et après, c'est une question de peser des risques. Et ça, je ne vois pas pour l'instant ChatGPT. Alors peut-être qu'ils y arriveront un jour, mais il va falloir rentrer autre chose que des données. Il va falloir rentrer des règles de comportement. Et ça dépendra totalement des règles de comportement de qui on utilise. Donc heureusement que ChatGPT est développé dans une démocratie, c'est ça que vous me dites. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amiral.